Soyez bienvenus, vous êtes au bon endroit sur TV5 Monde RFI, c'est international, réalisé en collaboration avec le quotidien Le Monde. Un pays dans l'actualité ou dans les actualités sur lequel nous allons faire un gros plan aujourd'hui, il s'agit de la Turquie. Beaucoup de choses en politique intérieure, beaucoup de choses également à propos de la guerre en Syrie, le pays voisin. Et nous accueillons aujourd'hui un diplomate, vous assurez l'intérim de l'ambassade de Turquie à Paris, Ali Onaner. Merci d'avoir accepté d'être des nôtres. Nous allons avec Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayat du quotidien Le Monde. Nous allons revenir sur toutes ces actualités. Elles sont nombreuses. Peut-être tout d'abord un premier thème d'actualité, puisque la guerre en Syrie dure depuis des années. Elle aurait fait entre 300 et 400 000 morts, peut-être du nouveau dans quelques heures, après la signature d'un accord de paix entre les États-Unis et la Russie pour suspendre les opérations militaires. Aucun véritable satisfecit sur les visages de John Kerry et de Sergueï Lavrov, car la situation en Syrie est grave depuis trop longtemps. Russes et Américains ont trouvé un terrain d'entente après de longues discussions. Un nouveau cessez-le-feu en Syrie est désormais possible. Aujourd'hui, les États-Unis et la Russie annoncent un plan qui, nous espérons, va réduire la violence, soulager la douleur et reprendre le mouvement vers une paix négociée et une transition politique en Syrie. Nous croyons que le plan tel qu'il est énoncé, s'il est appliqué, s'il est suivi des faits, aura la capacité de fournir un virage pour un changement. Il y a 5 documents au total qui permettent d'organiser une coopération efficace dans la lutte contre le terrorisme, qui permet d'élargir l'accès humanitaire aux populations dans le besoin et tout d'abord à Alep pour principalement améliorer la cessation des hostilités. Un volet militaire est également compris dans l'accord. Si la trêve dure, une semaine, les forces américaines accepteront de collaborer en Syrie avec l'armée russe. Une première. Cette coopération a été réclamée de longue date par Moscou, alors que les États-Unis et la Russie soutiennent des camps opposés dans ce conflit qui a fait plus de 290 000 morts depuis 2011. Une cessation des hostilités avait déjà été mise en place par Moscou et Washington le 27 février dernier, dans l'ouest de la Syrie, avant que celle-ci ne vole en éclats. Ali Onaner, on vient de voir cette actualité qui pourrait donc prendre forme dans les heures qui viennent. Votre pays, Ankara, la Turquie, s'est réjoui de cette évolution diplomatique dans un pays déchiré par la guerre, à vos frontières, à la frontière sud de la Turquie. En effet, la Turquie, comme la France d'ailleurs, salué cette évolution. Cette trêve est importante. Elle arrive à un moment symbolique. Une fête religieuse aussi bien pour les chiites que pour les sunnites de Syrie. Et il est très important que cette trêve soit suivie par toutes les parties concernées pour qu'elle puisse constituer un exemple pour la suite et que, si possible, cette trêve puisse continuer pour qu'on puisse avancer dans les efforts pour la transition politique. Et la Turquie est le premier pays qui souhaite que la crise en Syrie puisse être résolue, que les droits de tous les Syriens puissent être préservés. Vous y croyez à cette trêve ? Ça peut marcher ? Elle doit marcher. Ouais. Et nous devons tous y croire et faire, si possible, notre maximum, chacun de notre côté, pour qu'elle puisse réussir. Parce que pendant cette trêve... Ali Onaner, cette trêve, elle n'est pas encore entrée en vigueur. Et ce qu'on voit, c'est qu'à la veille de son entrée en vigueur, il y a une centaine de morts déjà entre Alep et Idlib. Comment est-ce que vous interprétez ce signe ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est triste. Chaque mort en Syrie est regrettable. Mais 100 morts à la veille de l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu. Avant chaque trêve importante, dans chaque conflit, les parties concernées essayent d'avancer leurs derniers éléments pour pouvoir appliquer ensuite la trêve. Donc c'est tout à fait regrettable qu'il y ait des morts aujourd'hui, mais ce n'est pas une raison pour être inquiet pour la trêve. En tout cas, c'est cet optimisme que nous devons avoir. Monsieur Christophe Ayad, Le Monde. Monsieur Onaner, quel peut être le rôle de la Turquie dans cet accord de cessez-le-feu qui comporte 5 documents, pour l'instant secrets ?
Alors, la Turquie a déjà exprimé son soutien. Elle a, comme la France, salué cet accord. La Turquie, et vous le savez, présente sur le terrain dans le nord de la Syrie aujourd'hui. La Turquie est aussi, donc se trouve dans une région où pourront transiter l'aide humanitaire. Donc la Turquie est là pour faciliter l'application de cet accord. Mais moi non plus, je n'ai pas les éléments par rapport aux différents documents que comporte cet accord. Mais l'important, c'est que cette trêve soit respectée par toutes les parties. Est-ce qu'elle participerait éventuellement à des opérations communes avec la Russie et les États-Unis contre les groupes extrémistes, c'est-à-dire l'organisation État islamique et le Front al-Nosra? La Turquie fait partie de la coalition internationale qui lutte contre les terroristes en Syrie. Et l'action que la Turquie mène au nord de la Syrie fait partie de l'action de la coalition. Si, après l'application de cette trêve, la Russie souhaite coordonner ses actions avec la coalition et que la réussite, je l'espère, de cette trêve permet à la Russie d'agir ensemble avec les Américains, il n'y a pas de difficulté de principe par rapport à ce que la Turquie, qui fait elle-même partie de la coalition, puisse prendre un rôle, mais ça sera à voir en fonction de l'évolution. Ali Onaner, quand la Turquie a commencé à envoyer des troupes au sol, c'était le 24 août dernier, on a parlé d'une opération éclair. Est-ce que maintenant, finalement, l'engagement turc au sol est là pour durer? L'engagement turc au sol durera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de menaces terroristes visant la Turquie. On a parlé, et ce n'est pas les autorités turques qui ont parlé d'action éclair, mais on a parlé peut-être d'action éclair de courte durée, notamment en parlant de la réussite les premiers jours, de l'avancée. Et il faut noter que ce n'est pas l'armée turque qui mène une action. C'est l'armée syrienne libre qui est l'élément armé du Conseil national syrien que la France reconnaît comme seul représentant du peuple syrien. Dire l'opposition modérée à Bachar. C'est l'opposition modérée et donc l'armée syrienne libre qui mène cette action contre les membres de Daesh, et la Turquie soutient par son armée cette action de l'armée syrienne libre. Où vous situez-vous, où se situe votre gouvernement par rapport à l'échéance à moyen et à long terme? Vous faites toujours du départ de Bachar el-Assad un élément incontournable. Il faudra qu'il parte. Pour vous, c'est la résolution de la crise? Je pense que toutes les parties concernées en Syrie aujourd'hui pourraient se mettre d'accord sur le fait qu'un dirigeant, quel qu'il soit, qui est responsable de la mort de 400 000 de ses citoyens, donc Bachar el-Assad, ne peut pas avoir de futur dans ce pays. Ensuite, les différents même pays... les Russes pourraient le lâcher? Les Russes pourraient, selon moi, se mettre d'accord avec les autres pays concernés par rapport au fait que Bachar el-Assad n'aura pas de futur dans ce pays. Mais donc, je ne peux pas avoir d'affirmation définitive sur les positions qu'auront les Russes. Mais les Russes aussi comprennent, ce que j'ai dit au tout début, qu'un dirigeant responsable de la mort de 400 000 personnes ne peut pas avoir de futur. Ali Onaner, l'opposition dont vous venez de parler, l'opposition syrienne, est très sceptique par rapport, a montré son scepticisme par rapport à cet accord de cessez-le-feu. Vous ne le partagez pas, ce scepticisme? Le scepticisme, et nous devons tous être vigilants par rapport à l'application de cet accord. Même dans la présentation que vous avez faite en introduction, les signataires de cet accord sont aussi mesurés dans leur réaction, parce que nous ne pouvons pas nous en féliciter avant que cet accord soit appliqué pendant une semaine avec réussite comme c'est prévu. Et ensuite, une fois que cette trêve est appliquée et qu'elle est réussie, c'est les négociations de la transition politique qui permettront à l'opposition modérée syrienne d'obtenir
les avancées qu'il demande de manière tout à fait légitime. Christophe Ayad. Monsieur Onaner, je voulais revenir un peu sur l'engagement turc contre l'État islamique avec ses alliés syriens modérés. Jusqu'où doivent-ils aller jusqu'à l'Euphrate, jusqu'à la ville de Manbij? Jusqu'où doit s'étendre cette zone que les rebelles syriens sont en train d'établir à la frontière turque? Alors, l'objectif ultime, c'est de nettoyer totalement la Syrie de Daesh. Donc jusqu'à Raqqa. Mais il faudra voir avec les membres de la coalition pour se mettre d'accord sur quel membre de cette coalition aura quelle responsabilité pour cibler Daesh dans quelle ville. Et pour l'instant, il n'y a pas d'accord là-dessus. L'évolution au sol est suivie de manière quotidienne et il a été rendu public après la réunion bilatérale que le président Erdogan a eue avec le président Obama en Chine durant le G20, qu'il a même été discuté de la possibilité de mener une action avec le soutien de la Turquie à Raqqa, mais c'est au stade de discussion entre les dirigeants des deux pays. Mais le plus important, c'est que l'objectif partagé par tous, c'est d'éradiquer Daesh dans toute la Syrie. Mais la Turquie n'a pas vocation à avancer vers le sud dans la Syrie. S'il le fallait, je le répète, la Turquie a comme priorité la préservation de l'intégrité territoriale de la Syrie. La Turquie n'a absolument aucune visée sur aucune partie du territoire syrien, mais la Turquie est prête à faire tout pour qu'il n'y ait aucune présence terroriste à ses frontières. Et pourquoi a-t-il fallu attendre 2 ans pour cela? Pourquoi aussi tard? C'est-à-dire que l'organisation État islamique s'est établie à la frontière turque depuis 2014. Oui. Et pourquoi la Turquie a attendu aussi longtemps? On a même accusé Ankara d'avoir effectivement bénéficié de trafics illégaux, notamment en matière de pétrole ou d'autres matières premières, d'avoir été, disons, complaisante. Oui, je vais revenir à cette mauvaise interprétation des choses en Turquie. Mais la Turquie, vous le savez sûrement, vous l'avez suivi, a proposé qu'il y ait une zone de sécurité il y a déjà 2 ans. Mais les autres membres de la coalition étaient plus hésitants à engager leurs propres forces au sol, voire même assurer la protection aérienne de cette zone de sécurité. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'action de la Turquie n'a pas pu avoir lieu il y a déjà 2 ans. Si la proposition de zone de sécurité que la Turquie avait affirmée, qui en fait visait la même zone géographique où aujourd'hui l'armée syrienne libre et la Turquie agissent ensemble, si cette proposition de zone de sécurité avait été acceptée par tous les membres de la coalition le jour où la Turquie avait proposé, la Turquie, avec les autres membres de la coalition, aurait pu agir très rapidement. Et là, je me permets de saluer le soutien à l'époque exprimé par le président de la République, François Hollande, qui a été le premier dirigeant occidental à exprimer son soutien à la proposition faite par la Turquie d'instaurer une zone de sécurité. Aujourd'hui, on le sait très bien, la Turquie, l'armée turque ne vise pas uniquement les membres de l'État islamique en Syrie, mais également les milices kurdes. Est-ce que ce cessez-le-feu, vous le tiendrez, y compris vis-à-vis, parce que tout à l'heure vous avez parlé des terroristes, et on sait très bien que pour vous aussi, ces milices kurdes sont traitées de terroristes. Est-ce que vous respecterez quand même le cessez-le-feu à l'égard des Kurdes qui sont en Syrie ? Alors, j'espère que je ne vais pas vous dévoiler un secret, mais ces milices kurdes dont vous parlez sont terroristes pour vous aussi, madame. Parce que ces milices kurdes sont directement liées au PKK
que la France, que tous les pays européens, que les États-Unis reconnaissent comme terroristes. Vous parlez du PKK, mais les forces kurdes syriennes ne sont pas sur la liste des organisations terroristes. Alors, il y a une chose importante. Par les pays occidentaux. Il y a une chose importante. Oui. On fait cet amalgame parfois, on parle des Kurdes de Syrie, des forces kurdes de Syrie. Le PYT et le YPG ne représentent en aucun cas les Kurdes de Syrie. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'ils se battent contre Daesh, contre l'État islamique? Alors, je suis d'accord pour constater qu'ils font semblant de lutter contre Daesh. Et là aussi... Pourquoi ils font semblant? Ils obtiennent des victoires militaires. Ils obtiennent ces victoires militaires, et on a l'impression que, et vous ne me direz pas le contraire, et je vais vous expliquer pourquoi cette impression est erronée, on a l'impression que ces groupes terroristes kurdes, donc le YPG lié au PKK, sont les seuls groupes en Syrie qui sont capables de lutter contre Daesh. Cette impression est fausse parce que ces groupes sont les seuls, et vous ne me direz pas le contraire, sont les seuls qui obtiennent le soutien aérien de la plus grande armée du monde. Vous n'avez pas répondu à la question qui est de savoir si vous respecterez le cessez-le-feu à leur égard. J'arrive à votre question. Je vous ai expliqué pourquoi il est illusoire de penser que ces groupes, YPG, PYT, luttent contre Daesh. Mais la Turquie ne ciblera et n'a pas ciblé ces groupes du moment qu'ils ne sont pas présents à l'ouest de l'Euphrate. Et après la prise de Manbij, où ils avaient promis aux Américains, d'ailleurs les Américains ont eu la fausse bonne idée d'utiliser ces terroristes comme mercenaires, mais ils se sont rendus compte que finalement ces mercenaires n'obéissent pas à leurs ordres. Mais on peut y revenir plus en détail. Mais les Américains ont finalement, avec un peu de retard, réussi à faire partir ces mercenaires du YPG de l'ouest de l'Euphrate. Donc la Turquie n'a pas eu besoin de continuer à les cibler comme elle l'avait fait dans le début de l'opération militaire. Monsieur le maire, l'inquiétude de la Turquie, je vous prie de m'excuser, l'inquiétude de la Turquie, c'est qu'au fond, un territoire kurde puisse se constituer sur les suites de cette guerre, et ça, Ankara n'en va aucun prix. C'est ça aussi, au-delà des explications. Vous ne voulez pas que se constitue une sorte de Kurdistan à la frontière. La Turquie... C'est ça dont... Mais regardez dans les autres pays de la région. La Turquie n'a aucune opposition de principe pour que des Kurdes, par exemple au nord de l'Irak, puissent avoir leur autonomie. Mais la Turquie, connaissant bien la région, est le premier à savoir que les terroristes du PKK, YPG, ne représentent en aucun cas les Kurdes du nord de la Syrie, ne sont implantés dans ce territoire au nord de la Syrie en aucun cas, et profitent de leur prétendue lutte contre Daesh. Ils font semblant de lutter contre Daesh. Ils font... ils luttent contre Daesh, mais les résultats qu'ils obtiennent sont uniquement obtenus grâce au soutien aérien des Américains. Et les Américains eux-mêmes se rendent compte... Donc pour les Américains, ce ne sont pas des terroristes. Les Américains... Comment vous expliquez que les Russes, à la fois, aussi bien les Russes, puisqu'ils ont des armes russes, aussi bien les Russes que les Américains les soutiennent? C'est qu'ils doivent estimer qu'ils ont une certaine efficacité sur le terrain. Les Russes et les Américains ont pensé qu'ils pouvaient utiliser ces groupes terroristes directement liés au groupe terroriste PKK comme mercenaires dans l'action contre Daesh. Mais nous leur avons toujours dit que essayer de profiter d'un groupe terroriste pour prétendument lutter contre un autre groupe terroriste qui actuellement est la priorité est une fausse bonne idée. Et en plus, même s'ils luttaient contre Daesh,
cette prétendue lutte contre Daesh ne devrait en aucun cas être un prétexte pour que ces groupes terroristes kurdes fassent une épuration ethnique à Manbij. Et vous le savez, ça a été le cas, parce que quand ils sont arrivés à Manbij, la première chose qu'ils ont fait, c'est de détruire les registres d'état civil. Monsieur Nanner, nous faisons une pause dans cette émission. Nous faisons une pause, le temps de prendre connaissance de l'actualité sur RFI TV5 Monde. On se retrouve avec beaucoup d'autres questions dans 2 minutes exactement. Retour international sur RFI TV5 Monde. Nous parlons de la Turquie avec son ambassadeur par intérim à Paris, Ali Onaner. Première question de cette reprise, Christophe Ayad. Maintenant que la Turquie s'est engagée activement dans la lutte contre l'État islamique, Daesh, est-ce qu'elle va s'engager en Irak, notamment dans la bataille de Mossoul? La Turquie est prête à donner tout le soutien nécessaire que les pays concernés demanderont, que la coalition sollicitera auprès de la Turquie. Donc, si le gouvernement irakien souhaite le soutien de la Turquie, si la coalition a besoin de la soutien de la Turquie, ce n'est pas écarté, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'annonce dans ce sens-là. Autre situation que nous évoquions, la situation intérieure. On se souvient qu'au cœur de l'été, c'était le 15 juillet, tentative de coup d'État, c'est comme ça que cela a été présenté, pour renverser le président Erdogan. Depuis, des dizaines de milliers de suspensions ou d'arrestations, avec même des tensions pour l'Union européenne qui s'interrogeait sur les droits de l'homme. Votre gouvernement a promis la transparence dans les procès. Quel va être le déroulement de cette séquence judiciaire qui, à nouveau, inquiète des défenseurs des droits de l'homme? Alors, la transparence sera totale et il n'y a aucune inquiétude à avoir par rapport au respect des droits de l'homme. Je vais essayer de vous aider à mieux comprendre. Il faut revenir au 15 juillet et s'imaginer que, par exemple, en France, un groupe terroriste s'infiltre dans l'armée pour voler des avions Rafale et venir bombarder le Palais Bourbon et, entre autres, tuer avec des chars d'assaut Leclerc et d'autres avions Rafale 250 Français dans les rues de Paris. Vous pouvez imaginer ça? La Turquie a subi une tentative qui ressemblait d'ailleurs plus à une organisation terroriste qu'à un coup d'État. Et ensuite, elle réagit, elle prend les mesures pour éradiquer la menace. Mais je comprends. Comment se fait-il que vous ne l'ayez pas vu venir, cette menace, vous qui êtes quand même si informé, les autorités turques? Je vais d'abord répondre à la question. Oui. On peut se poser la question de comment autant de responsables des putschistes et du groupe terroriste de l'imam Fethullah Gülen ont pu être identifiés et placés en garde à vue juste après le coup d'État. Parce que je comprends, j'observe que ça a parfois étonné et les gens se sont posé des questions. En fait, et ça répond aussi à votre question, la Turquie lutte déjà depuis 2 ans contre cette organisation illégale de Fethullah Gülen les éléments de Fethullah Gülen qui avaient réussi à infiltrer le ministère de l'Intérieur avaient pu être identifiés et mis à l'écart. Et d'ailleurs, le coup d'État, cette tentative de putsch, est un peu le résultat du fait que les gulenistes, au sein de l'armée, se sont rendus compte qu'ils étaient eux aussi identifiés et sur le point d'être mis à l'écart. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous nous rappelez une séquence, mais nous posons des questions. Est-ce que les droits de l'homme, les droits de la justice et les droits de la défense vont être respectés dans ces procès? Est-ce que, par exemple, comme ça a été évoqué, la peine de mort pourrait être requise? Vous posez une très bonne question et la réponse est très simple. La question de la peine de mort a été donc commentée en France en détail avec des critiques. En France et ailleurs. Mais j'ai été très étonné et triste, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec vos collègues du journal Le Monde, qu'une déclaration très importante de notre Premier ministre, le 16 août, n'ait eu aucun reflet. Alors, clarifiez, dites-nous. Le Premier ministre a déclaré au Parlement, dans une réunion du groupe du parti au pouvoir, que la Turquie n'avait pas besoin de la peine de mort, mais avait besoin
d'avoir une justice totalement équitable envers les responsables de ce coup d'État. C'est un message politique très fort et très clair. Et depuis, vous avez dû remarquer, la question de peine de mort n'a jamais été évoquée en Turquie. Et d'ailleurs, il est totalement absurde de pouvoir penser à l'adoption de la peine de mort après le coup d'État, parce qu'il serait impensable d'adopter aujourd'hui la peine de mort et d'essayer de l'appliquer rétroactivement. Ça n'a jamais été... Le président Erdogan a eu des déclarations un peu plus ambiguës vis-à-vis de ça. Vous avez dû observer que le président Erdogan a à chaque fois donc abordé cette question en réponse à des manifestations populaires, ou d'ailleurs, en France aussi, après le 13 novembre, j'ai eu l'occasion, moi, d'entendre même des responsables politiques évoquer la peine de mort. Le seul extrême droite l'a évoqué. C'est un représentant politique. En Turquie, aucun représentant politique, sans que la population le demande, ne l'a évoqué, monsieur. En France, certains citoyens l'ont demandé, un homme politique l'a proposé. Alors que le président Erdogan a juste répondu face à la foule que si la peine de mort lui est soumise par le Parlement, il ne dira pas non. C'est une nuance très importante. Ensuite, le Premier ministre a exprimé le 16 août, je vous invite à vérifier, que la Turquie n'a pas besoin de la peine de mort. Le sujet est clos. Quand ces procès, comment vont-ils se dérouler? Est-ce que la presse internationale pourra y assister? Et combien de personnes vont comparaître? Je vais commencer par la fin. Il n'y a en aucun cas une inquiétude légitime à avoir par rapport à ces procès, parce que la Turquie, comme la France, est membre de la Convention européenne des droits de l'homme. La Turquie interdit les droits de l'homme. Tout de même que vous avez déjà jugé par avance Fethullah Gülen, puisque vous le désignez en tant que terroriste, et donc ça ne laisse pas beaucoup Il est réfugié aux États-Unis. de doute sur Chère le madame, sort qu'il lui est promis. vous avez posé la question, je vous ai dit, quels sont les éléments qui vous font désigner Fethullah Gülen comme un terroriste? Je vous ai dit que depuis 2 ans, la Turquie, les administrations turques ont les éléments nécessaires pour identifier le groupe de l'imam Gülen comme menace terroriste première de la Turquie depuis 2 ans déjà. Quel type d'éléments? Alors, le financement d'actions visant à détruire, donc à anéantir le gouvernement. Y a-t-il eu des attentats menés par cette organisation? Quel attentat d'une plus grande envergure vous pouvez imaginer? Je vous ai tout à l'heure parlé du bombardement de l'Assemblée nationale. Monsieur Onaner, il semble que le gouvernement américain ne soit pas très convaincu par les preuves que vous lui présentez en vue d'une extradition de l'imam Gülen. Je peux vous expliquer cela. En fait, vous faites référence à une déclaration du porte-parole de la présidence américaine où on lui a posé la question et sa réponse était: dans les éléments que la Turquie nous a fournis, rien ne figure expliquant l'implication de Gülen dans le coup d'État. Exactement. En fait, cette déclaration a été mal comprise parce que ce porte-parole faisait référence aux documents que les autorités américaines avaient reçus jusqu'à 1 semaine après le coup d'État, alors que ces documents concernaient les 2 années avant desquelles je vous parle, donc de l'organisation terroriste Gülen, avant le coup d'État. Mais même ces documents... Mais avant le coup d'État, donc avant qu'il y ait ces morts, qu'est-ce qui faisait de cette organisation, même si elle existe, une organisation terroriste? Le terme terroriste, donc l'action terroriste concrète, est le coup d'État. Mais une organisation illégale, avec des financements illégaux, avec un objectif de détruire le gouvernement, peut exister, il peut y avoir des preuves qui ont d'ailleurs été fournies aux Américains. Et d'ailleurs, les Américains ont aujourd'hui commencé à recevoir, parce que 1 semaine après le coup d'État, il est tout à fait normal qu'on n'ait pas tous les éléments judiciaires tout de suite préparés pour le renvoyer. Ils les reçoivent, ils les ont déjà reçus, ils continuent à recevoir, et je vous assure que l'action illégale de l'imam Gülen aux États-Unis même, et les Américains sont maintenant en train d'étudier toute l'action illégale de financement illégal aux États-Unis, sans même avoir à utiliser les documents que la Turquie fournit, ils ont suffisamment d'éléments
pour le placer en détention aux États-Unis, et les éléments que la Turquie continue à fournir seront... Qu'est-ce qui est illégal finalement dans cette organisation? Puisque c'est l'idée qu'elle existe tout simplement. Non, je comprends que vous n'arrivez pas, tellement, puisque autrefois Gülen était d'ailleurs un proche d'Erdogan, donc on ne comprend pas très bien qu'est-ce qui a fait tout d'un coup que cette rivalité soit devenue... Ça n'a jamais été un proche d'Erdogan, mais le mouvement de Gülen s'est approché de différents gouvernements, de gauche, de droite, notamment du gouvernement de Erdogan. Et effectivement, ce gouvernement, le gouvernement de l'actuel président Erdogan, a eu l'erreur, et l'ont reconnu, de croire pendant des années que ce mouvement de Gülen était juste un mouvement de bienfaisance. Mais, je suis en train de vous le dire, depuis déjà 2 à 3 ans, il est tout à fait clair, avec des éléments très concrets, que ce groupe mène une action illégale, de financement illégal. Et je vais donner un exemple très concret d'illégalité, qui répond aussi à vos questions. Donc, aux milliers de personnes, par exemple, qui quittent l'administration publique parce qu'ils sont liés à Gülen. L'une des actions illégales pour infiltrer la justice, le ministère de l'Intérieur, c'était de falsifier, déjà en 2010, mais on a pu le découvrir après, le concours d'entrée de l'administration publique pour pouvoir placer dans ces administrations leurs éléments membres de leur organisation illégale. Donc, il n'y a aucune ambiguïté possible aujourd'hui par rapport à la nature illégale, mais effectivement, leur objectif étant... La fraude n'est pas forcément un acte terroriste. Je parle de l'action terroriste du 15 juillet, mais pour arriver jusqu'à cette action terroriste, il y avait une entrée illégale dans les administrations de leurs membres. C'est suffisamment illégal, ce n'est pas terroriste d'entrer dans les administrations, mais la tentative de coup d'État a confirmé nos inquiétudes. C'est tout à fait clair. Allez, Ananer, au-delà de cette séquence, on voit bien que la communauté internationale, notamment en Occident, s'interroge sur la dérive politique en Turquie d'un régime relativement despotique, où les droits des minorités de l'opposition ne sont pas respectés. Bref, un pays où les contre-pouvoirs démocratiques ont beaucoup de mal à s'exprimer. Vous savez que cette image existe, vous allez la démentir. C'est votre rôle, vous êtes diplomate, mais elle existe, c'est embarrassant ça. Je constate effectivement que cette interprétation erronée existe. Cette interprétation erronée peut être le résultat du manque d'informations ou de mauvaises intentions ou d'un manque de transparence du régime. Alors, déjà, le gouvernement en Turquie ne mérite pas d'être appelé régime, cher monsieur. Ensuite, on peut parler d'un régime démocratique en France. Mais le mot régime, vous le savez très bien, est utilisé péjorativement sur vos plateaux. Pas sur ce plateau, monsieur. Alors, moi, je préfère parler du gouvernement de mon pays qui, j'ai essayé de le rappeler tout à l'heure, se tient à toutes ses obligations dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, y compris les libertés individuelles. Et aujourd'hui, malgré ce qu'on peut dire après cette tentative de coup d'État, toutes les libertés individuelles sont préservées et personne, aucune opposition autre que ceux qui sont impliqués dans l'organisation terroriste de Gülen ne peuvent prétendre qu'ils subissent une quelconque... Monsieur Onaner, justement, est-ce que le rédacteur en chef, directeur du quotidien Hurriyet, qui n'est pas guleniste, qui est kémaliste, et qui a été visé par des poursuites, en quoi il lui-même appartient à une sorte de mouvance terroriste. On voit bien qu'il y a des gens qui ne sont pas gulenistes et qui sont visés par les purges en ce moment. Ce matin même, 24 maires kurdes ont été suspendus et remplacés d'autorités. En quoi ces élus kurdes sont des gulenistes? Ils n'ont rien à voir avec le coup d'État du 15 juillet. Bien sûr qu'ils n'ont rien à voir avec le coup d'État. Et les responsables du quotidien Hurriyet non plus. Alors, pour Hurriyet, la question est différente. Et il ne s'agit pas du rédacteur en chef. Pour les maires dont vous parlez, à part un exemple, tous les maires élus du HTP, du parti kurde, malheureusement toujours proche du PKK et qui est incapable de dire que l'action du PKK est terroriste. Mais ça, c'est une évolution que je l'espère, ils pourront avoir. Mais il s'est avéré que tous les maires dont il est question, et il faut noter que la Turquie ne prend pas une action globale contre tous les maires du HTP, non.
l'action dont vous parlez... Le HDP a été mis en difficulté de façon... L'action dont vous parlez est menée contre les maires qui ont eu un soutien direct et non ambigu à l'action du PKK, quand le PKK a cru bon de tenter une autogestion de certains quartiers, de certaines villes, qui s'est d'ailleurs soldé avec un échec cuisant. Ils ont perdu le peu de soutien populaire qu'ils avaient. Mais pendant cette tentative de blocage de certains quartiers dans le sud-est de la Turquie, on a constaté que les camions de la mairie étaient utilisés pour transporter les équipements militaires des terroristes du PKK. Donc, il est tout à fait évident que les maires, qui sont d'ailleurs, pour certains d'entre eux, en train d'être jugés, puissent payer les conséquences. Et ils vont bien sûr être jugés. La romancière Erdogan, qui est en prison pour avoir écrit dans un journal kurde, elle n'est pas terroriste. Je vais vous donner un exemple, monsieur. Non, répondez peut-être plus précisément, s'il vous plaît bien. Elle n'est pas accusée d'être terroriste. Elle est en prison. Elle est accusée d'apologie du terrorisme. Et si vous avez suivi l'actualité en France, la semaine dernière, il y a eu une condamnation de 8 mois à prison pour un Français qui avait, c'est absurde, mais qui avait salué le courage des djihadistes. Donc, quand dans un pays comme la France, vous pouvez donner 8 mois de prison pour apologie du terrorisme, je peux vous assurer que ce qu'on reproche à Madame Erdogan, à laquelle vous avez fait référence, ce qu'on lui reproche est beaucoup moins grave que ce qui s'est passé en France, monsieur. Ce qu'on sait, c'est que la situation des Kurdes, quand même, en Turquie, est réellement problématique. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, va y avoir quelque chose de la part du gouvernement pour renouer les fils du dialogue avec les Kurdes ? Alors, je pense que là aussi, il faut toujours faire attention, je l'ai dit tout à l'heure quand on a parlé des Kurdes de Syrie, de faire la différence entre les Kurdes de Turquie, qui sont des citoyens de plein droit et qui depuis... Mais qui payent un lourd tribut, qui eux-mêmes sont des victimes... Laissez-moi finir. Les Kurdes de Turquie et le PKK, l'organisation terroriste contre laquelle la Turquie mène une lutte totale, et cette lutte continuera. Par contre, les Kurdes de Turquie ont pu bénéficier des efforts les plus importants de l'histoire de la Turquie, qui ont été initiés en prenant des risques politiques énormes par ce gouvernement. Ce processus d'ouverture de paix, parfois on l'a appelé, était une avancée importante, mais ça a été coupé net par l'action terroriste du PKK. Comment est-ce que vous interprétez donc ce geste qui est de permettre à Abdullah Öcalan, donc le leader du PKK, finalement de recevoir de la visite après avoir été à l'isolement depuis le mois d'avril dernier? Il est maintenant autorisé à recevoir de la visite de sa famille. Quelle est la nature de ce geste? C'est ça? Alors, je n'accorde pas de sens particulier à ce geste. Ce détenu ça fait 18 ans qu'il est en prison. Purge une peine très sévère parce qu'il est responsable de la mort de 30 000 personnes. Il est le chef de cette organisation. Mais, comme chaque détenu, il a des droits et il a dans le passé déjà eu la possibilité, comme d'autres détenus, d'avoir des contacts avec sa famille. Et donc, à l'occasion de la fête religieuse, il a été décidé qu'il puisse voir... Il n'y a pas d'autres signes politiques. Mais malgré tout, même s'il ne faut pas accorder une importance particulière, on peut considérer ça comme la confirmation que le gouvernement turc, les autorités turques, n'ont rien contre les Kurdes de Turquie. Et il s'agit uniquement d'une lutte antiterroriste menée contre les terroristes kurdes du PKK. Monsieur Onaner, est-ce que le gouvernement turc considère qu'au sein du PKK, il y a différentes tendances, et notamment des gens avec qui on peut parler, comme ça a été le cas avec Öcalan, qui a donné son feu vert au processus de paix à une époque et qui a reçu des émissaires des services de renseignement, et puis des gens avec qui on ne peut pas parler, comme Cemil Baïk, qui lui est réfugié dans le nord de l'Irak et qui prône une guerre à outrance dans les villes, dans les campagnes et sur le front syrien. Est-ce qu'il y a des divisions au sein du PKK et est-ce que le gouvernement turc peut en profiter ? Des gens fréquentables, quoi.
Il y a bien sûr des divisions au sein du PKK, parce que le PKK, vous le savez aussi bien que moi... Est-ce qu'il y a un bon PKK et un mauvais PKK? Voilà. Le Parti des travailleurs du Kurdistan, hein, le PKK. Pour qu'on puisse parler, j'utilise vos termes qui n'ont pas beaucoup de sens pour moi, mais pour qu'on puisse parler d'un bon PKK, il faut que ces gens-là puissent dire les membres du PKK qui mènent cette action terroriste sont coupables et cette action est terroriste. Donc, et avant même de parler de bon PKK, il faudrait que, idéalement, le parti HDP, qui a été démocratiquement élu, qui figure dans le Parlement de la Turquie, puisse avoir le courage politique, de dire le PKK mène une action terroriste. Bon, pour vous, le bon PKK, c'est celui qui dépose les armes inconditionnellement. Mais qu'est-ce qu'on lui donne en échange? En aucun cas, il est question de donner quelque chose au PKK ou d'avoir une négociation avec le PKK. Parce que le processus de paix dans le passé a parfois été mal interprété ou raccourci comme étant une négociation avec le PKK. Non. Mais on ne règle pas un conflit sans échanger quelque chose et négocier avec son ennemi. Le parti HDP est au Parlement et ne renie pas ses liens directs ou indirects avec le PKK. Donc, c'est au HDP, avant tout, d'exprimer clairement que l'action du PKK est terroriste, et ensuite de pouvoir contribuer efficacement aux efforts que le gouvernement sera prêt à faire pour régler la question kurde en Turquie. Quels sont ces efforts? Alors, moi, je n'ai pas annoncé aujourd'hui quelles pourront être les avancées. Mais par définition, une fois que l'action terroriste du PKK cesse et que tous les partis présents au Parlement reconnaissent que l'action du PKK est terroriste, c'est déjà une avancée très importante pour qu'on puisse mieux réfléchir à tous les besoins des citoyens kurdes en Turquie. Ali Onaner, parlons de l'Europe. Vous êtes candidat à l'entrée dans l'Union européenne depuis 1963, hein, depuis plus de 50 ans. On a vu qu'il y avait le Brexit, un pays qui sortait. Ankara a toujours envie, vocation, tendance, espoir d'intégrer un jour l'Union européenne? Oui, l'adhésion à l'Union européenne reste toujours une priorité pour la Turquie. Et malgré la douloureuse perte d'attractivité de l'Union européenne, plus douloureuse pour vous d'ailleurs, l'opinion publique en Turquie soutient toujours majoritairement une éventuelle future adhésion à l'Union européenne. Mais il faut dire que... À quel horizon? Justement, l'adhésion éventuelle de la Turquie n'est pas la question d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la priorité pour la Turquie et pour l'Union européenne aussi, c'est d'avancer dans les négociations d'adhésion. Ouais. Et ces négociations d'adhésion ne sont pas... Ça va pas vite, ça fait un demi-siècle, je le rappelais. Il y a des pays, bien sûr, avec lesquels ça a avancé plus vite. Mais un demi-siècle, ce n'est pas le début des négociations. Non, le début des négociations, c'est il y a un peu plus de 10 ans. Mais ces négociations sont très importantes, indépendamment du résultat final. Ces négociations permettent à la Turquie d'adopter l'acquis communautaire. Donc, de faire évoluer sa législation sur tous les domaines pour que, au final, les citoyens turcs puissent individuellement bénéficier de droits encore plus avancés. S'occidentaliser d'une certaine façon. Et c'est l'objectif de la Turquie. Donc, l'Union européenne ne devrait que aider, soutenir la Turquie à finaliser cette négociation, à ouvrir et fermer tous les chapitres, pour qu'à la fin, on puisse, dans les pays européens et en Turquie aussi, faire un référendum et voir si l'adhésion est souhaitée. Ali Onaner, on n'a plus beaucoup de temps, mais cet accord sur les flux migratoires qui a été conclu entre l'UE et la Turquie, il est présenté comme un accord fragile. Vous pensez qu'il va tenir? Je pense qu'il va tenir parce que c'est un accord très important qui a sauvé l'Union européenne, mais en retour,
l'Union européenne devra accorder la libéralisation du visa aux Turcs. Ce n'est pas un cadeau qu'attend la Turquie, c'était déjà la contrepartie de l'accord de réadmission que l'Union européenne a voulu avancer pour pouvoir appliquer l'accord du 15 mars. Et parfois c'est donnant-donnant, ça peut être le cas dans une négociation, une transaction. Merci Ali Onaner, ambassadeur par intérim de Turquie en France, d'être venu sur ce plateau, voir cette actualité aux multiples facettes. Voilà, excellente suite de programmes sur les antennes de RFI, de TV5 Monde et excellente lecture de notre partenaire Le Monde.